Monsieur Trudeau, bonjour. Les fonctionnaires de l'Alliance de la fonction publique du Canada demandent depuis des jours à ce que vous vous impliquiez personnellement pour résoudre l'impasse dans les négociations et ils n'ont pas confiance en Mona Fortier. Allez-vous les rencontrer? Les négociateurs du gouvernement ont mis de l'avant une proposition qui était parfaitement alignée avec les recommandations d'un tiers parti. On sait que c'est une offre qui va permettre à avancer, à faire du progrès. On va continuer le travail à la table de négociation comme les gens s'attendent. Pourquoi votre gouvernement? Merci. Bonjour tout le monde, je suis ici pour une mise à jour sur le Soudan. Les forces armées canadiennes offrent une assistance militaire dans le cadre de l'effort du Canada destiné à évacuer les personnes canadiennes admissibles du Soudan. Les membres et les ressources des forces armées canadiennes ont été envoyés dans la région et planifient des opérations d'évacuation. Les forces entretiennent d'extrêmement bonnes relations dans la région et travaillent en étroite collaboration avec nos alliés et nos partenaires. Ils coordonnent activement leurs efforts avec ceux des autres pays en vue de pouvoir évacuer le plus grand nombre possible de personnes. Les forces ont actuellement 2 aéronefs de transport C-130 Hercule postés dans la région qui sont prêtes à effectuer des vols d'évacuation. Les forces sont prêtes à commencer les vols d'évacuation et le feront dès que les conditions au sol le permettront. Affaires mondiales Canada est en contact avec les personnes inscrites au registre des Canadiens à l'étranger et les vols d'évacuation des forces armées canadiennes transporteront les personnes prêtes à partir. Good afternoon. I'm here to provide update on Sudan. The Canadian Armed Forces is providing military assistance for Canada's effort to evacuate Canadian eligible persons from Sudan. Canadian Armed Forces personnel and assets have been deployed to the region and are planning for evacuation operations in what remains a hostile and volatile security environment. The Canadian Armed Forces are extremely well connected in the region and are working closely with our allies and partners. They are actively coordinating with other nations in order to evacuate the greatest number of foreign nationals and eligible personnel as possible. So the Canadian Armed Forces currently have 2 C-130 Hercules aircraft positioned in the region, prepared to conduct evacuation flights of Canadian eligible persons and other personnel at the request of Global Affairs Canada. The Canadian Armed Forces are ready to begin conducting evacuation flights and will do so once conditions on the ground permit. Global Affairs Canada is in contact with those registered with the Registry of Canadians Abroad, and Canadian Armed Forces evacuation flights would transport individuals prepared to depart. Je pourrais répondre à vos questions maintenant. So when will Canadian planes land in Sudan? The Canadian Armed Forces have 2 Hercules aircraft in the region now, and when conditions on the ground permit, they will then move Canadians out of the area. Do you have a timeline? The conditions are going to continue? There are conditions that we are monitoring very closely, one of which is the space at the airport. Another is to ensure that Canadians are able to get to the airport in a safe and secure manner. But if our allies have been able to do that at this point, why haven't we? That's why we're working so closely with our allies, because we have now over 150 Canadians who have been able to leave Sudan because of our close relationships with our allies, working together to ensure the evacuation of as many Canadians as possible, as safely and securely as possible. In addition, I would like to mention that we have en route approximately 200 Canadian Armed Forces members deployed to the region to assist with this line of effort.
When did those Hercules planes get in the region? Have they been waiting there for a while, or did they just arrive? We are conscious to ensure that they are there and ready, and they've arrived recently. So is that why we haven't, because we've seen a number of other countries have planes go in and back, even including some Canadians. Is that why we haven't done ours yet? The conditions on the ground have to be right for Canadians to be evacuated via the Canadian aircraft, the CC-130s, that are on the ground in the region and ready to do so. And so as we ascertain those conditions and make sure they're right, we are also working with our allies to get Canadians on those planes. That's why you've seen 150 Canadians being able to leave Sudan already. Merci beaucoup. Merci. Je veux vous entendre sur ce matin. Vous ne trouvez pas ça contradictoire qu'on envoie des millions aux anglophones au Québec alors que, comme vous le dites, le français est en déclin? Il n'y a pas une contradiction là-dedans? Premièrement, je pense que le plan d'action que nous avons annoncé aujourd'hui, c'est vraiment des bonnes nouvelles pour nos communautés langues officielles en situation minoritaire. Nous reconnaissons que nous avons 2 langues officielles au Canada. Et puis oui, nous avons deux communautés langues officielles en situation minoritaire. Et puis l'investissement que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est vraiment pour adresser, premièrement, le déclin du français partout au pays, mais aussi pour appuyer nos communautés langues officielles en situation minoritaire. Mais pourquoi faire de 20 Pourquoi, pouvez-vous nous expliquer peut-être la mathématique? Parce que ça semble un gros chiffre, là, vu de l'extérieur. Mais premièrement, ce n'est pas la mathématique comme telle. Je pense qu'on reconnaît que, premièrement, que oui, le français est en déclin au Canada, y compris le Québec. Et voilà pourquoi on fait des investissements fort importants pour s'assurer qu'on peut adresser le déclin du français. Mais pourquoi 20 Je vous laisse continuer, s'il vous plaît. Ça fait qu'on a fait des investissements fort importants pour s'assurer qu'on peut adresser le déclin du français. Lors de mes consultations pan-canadiennes, nous avons fait 2 sessions au Québec, une à Montréal et une session aussi à Sherbrooke. Nous avons entendu parler des anglophones du Québec. Nous avons demandé 3 choses comme priorité. Numéro 1, l'aide à l'emploi. Des services de l'emploi, aussi le français langue seconde, et puis, dernièrement, pour s'assurer qu'on pouvait appuyer la vitalité de leur communauté dans les arts et la culture. Et voilà les investissements qu'on fait pour la communauté. Mais soyons clairs, on reconnaît absolument que la seule langue qui est menacée au Canada, c'est le français, et puis voilà pourquoi on fait des investissements historiques. C'est toujours pas clair, par exemple. Est-ce que c'est parce que le Québec représente, excusez-moi, je me remets d'une grippe, excusez-moi, est-ce que c'est parce que le Québec, traditionnellement, représente 20 du Canada, donc ils ont 20 des fonds pour des communautés minoritaires, ou c'est pas ça le calcul? Je pense réellement, si vous regardez toutes les annonces, tous les programmes dans le plan d'action comme tel, il y a plusieurs programmes que différentes communautés seront éligibles pour. Moi, je n'ai pas fait la mathématique d'un pourcentage comme tel. On voulait tout simplement s'assurer qu'on allait adresser les priorités des communautés. Les francophones nous ont fait la liste de leurs priorités, la question d'immigration francophone, la question de s'assurer qu'on allait adresser le continuum en éducation, la petite enfance, postsecondaire, éducation continue. Aussi, les intervenants d'un bout à l'autre du pays nous ont dit qu'ils avaient besoin d'une bonification de leur enveloppe pour faire leur travail. Et puis finalement, le gouvernement fédéral doit prendre un rôle de leadership, et puis c'est exactement qu'est-ce que nous allons faire. Vous allez mettre des centaines de millions pour les anglophones du Québec. Combien de millions pour les francophones du Québec? Encore une fois, je pense que si on voit que la francophonie rayonne à l'extérieur du Canada, que la francophonie va rayonner au Québec aussi. Fait que le gouvernement fédéral veut faire sa juste part pour s'assurer qu'on peut protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris le Québec. Lors de nos consultations pan-canadiennes aussi, on a eu la chance de parler à l'ACFAS, une association, une organisation, qui nous a parlé de toute la question du savoir scientifique, puis de s'assurer qu'on pouvait faire une diffusion de ces savoirs scientifiques. Puis voilà un exemple des investissements qu'on va faire au Québec aussi. Un petit chiffre, quelque chose pour avoir une idée, donner de la perspective. Mais encore une fois, je pense qu'on voit le rayonnement du français partout au Canada, y compris le Québec, ça va faire une réelle différence pour le Québec aussi. Michel Dublas qui dit que si vous voulez vraiment protéger le français, ça devrait être 100 aux francophones hors Québec. Les anglophones ne devraient pas recevoir d'argent. Vous en pensez quoi? Bien, comme ministre des langues officielles qui habite au Canada, dans un pays où nous avons 2 langues
officielle, je pense que notre plan d'action reflète exactement ça. Je l'ai dit à maintes reprises, la seule langue qui est menacée au Canada, c'est le français. Et puis, c'est pour ça que le gouvernement fédéral va prendre sa juste part pour protéger et promouvoir le français partout au pays, y compris le Québec. Et puis, pour nos communautés de langues officielles en situation minoritaire, on est là aussi pour les aider. Merci beaucoup. As far as the Contrecoeur terminal at the Port of Montreal, where does the government stand with extra financial support? First of all, let me say that our government, the Ministry of Transport, and I understand the importance of the Port of Montreal, not only to the region, not only to Quebec, but to the entire country. As an MP from Ontario, I know how valuable the Port of Montreal is to businesses and people in Ontario. So we have never turned down a funding application from the Port of Montreal. We are currently working with them on this ongoing application. I met with the CEO yesterday. We are working together on getting to an answer. Right now, I still don't have a definitive answer for you, but I just want to say that we are committed to the port. And we've already committed $300 million through the Infrastructure Bank. There's already some commitment for that project, but I know that the port is looking for some additional funding. Is it because of the Copper Red Horse that you haven't confirmed any financial help? Sorry, is it because? The Red Copper Red Horse. The Copper Red Horse, sorry. Fish. No. This is a lot of money, as you know, and we in the Government of Canada have a process that sometimes can take longer than we'd like, but we're working through the process for this project, and I've committed to the CEO that we're going to work with them on getting to an answer soon. Minister Alghabra, the NDP called your changes to the Passenger Bill of Rights complex and bureaucratic. How do you respond to that description? With all due respect to my friend and colleague, MP Bacharach, he's wrong. I feel, and I know Canadians agree that we needed to strengthen this, the Bill of Rights, and we have. I'm happy to work with him when it goes to committee, or if it goes to committee to demonstrate to him how these new proposals will make it the toughest in the world, will be better for travelers, and will be better for the sector. Have automatic compensation, so I mean we haven't gone that far. So are we the toughest? Actually, the EU does not have automatic compensation, and what we are proposing in this regime is that there's mandatory compensation, and the onus is on the airlines. So if the airlines should, once they receive a legitimate complaint, they're obligated to compensate the passenger. If they object, they need to prove themselves why they shouldn't. And then, if they object and the passenger is not satisfied, if they go to the CTA, now we've improved the process of the CTA with this new set of rules, plus the airline will be on the hook for funding for that complaint process. So there are incentives for airlines to settle these complaints as quickly as possible. For the Port of Montreal, when do you expect to have an answer, definitive answer to give to the Port of Montreal? I recognize the sense of urgency for this project, and we're working very quickly on getting to an answer as quickly as we can. Oh, sorry. And how many funding formula does it exist? Any programs that you can? Well, look, this is part of the process. We are looking to identify what is the most appropriate envelope of funding and how much can we do. But as I said, we've already committed $300 million through the Infrastructure Bank. Have the strikes disrupted anymore? I know there was some slight disruptions at some of the ports. Look, I'm monitoring it closely. As far as I know, there have not been significant disruptions to any of our critical infrastructure. I know there's been some protests, and we're working with ports and airports. Ideally, Canadians don't want to see any disruptions to our supply chains on top of what we've seen. I respect people's right to protest, and that's why our focus is on getting to a deal as quickly as possible. Thank you. Thank you. Bonjour, je voulais venir réitérer l'MPD et le poussée qu'on a fait hier. Chef, notre député de Burnaby Sud en a parlé. Moi, j'avais parlé en questionnant le ministre hier aussi.
que pour nous, on trouve ça extrêmement important de fermer les échappatoires qui existent pour le projet de loi C-21. On a des échappatoires présentement pour les fabricants et pour les importateurs. C'est extrêmement important qu'on ferme ces échappatoires-là parce que présentement, peu importe la loi qui est devant le public canadien et devant le Parlement, les fabricants puis les importateurs peuvent contourner de façon consciente ou de façon inadvertante, ils pourraient contourner la loi. Puis ça, c'est quelque chose qu'on trouve inacceptable. Et l'NPD pousse beaucoup depuis plusieurs semaines sur cet aspect-là. L'autre aspect, bien sûr, c'est les armes à feu fantômes qu'on voit en parlant avec les forces policières à Surrey, en Colombie-Britannique et ailleurs au Canada. On voit une augmentation énorme dans le nombre des armes à feu fantômes. Et la réalité, c'est que là encore, il y a des trous dans les lois qui existent qui font en sorte que c'est plus difficile pour les policiers de faire en sorte que les criminels soient empêchés d'accueillir ou de fabriquer ces armes-là. Alors pour nous, c'est un autre élément important. The two elements that the NDP are bringing forward, as we will be starting eventually in the next week or two, amendments on Bill C-21. First is the loopholes that exist for those who manufacture or import firearms. And what we've seen over the course of the last few years, that those loopholes actually can make a significant difference in getting around any bills, any laws that are in front of Parliament or in place in Canada. We believe very firmly, Jagmeet Singh, our national leader, has called for this. I have called for it in committee and questioned the minister yesterday on this. We need to close those loopholes. And secondly, the issue of ghost guns that has had a remarkable and tragic increase right across the country. We've seen in the United States the Biden administration taking action against this. 20,000 ghost guns that were seized as part of police force following up and trying to crack down on criminal activity. In Canada, we don't even know how many ghost guns there's been, but certainly anecdotally, in some regions of the country, we've seen a 1,000% increase and often more. We need to close the loopholes that allow criminals to purchase legally things like firearms components, to have 3D printers, to possess ammunition, and in that way, law enforcement does not have the ability right now to crack down on ghost guns as they should. These are two things that we will be bringing as part of the whole amendment process on Bill C-21 when that resumes in the next few weeks. M. Turlin, il semble que les libéraux s'entendent déjà avec le Bloc québécois pour les amendements sur C-21 et qu'ils attendent après vous pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Mais s'ils attendaient, s'ils avaient déjà l'appui du Bloc, ce serait la majorité. Alors, je suis un peu sceptique là-dessus. Évidemment, pour nous, on a trouvé tous ces deux éléments-là importants. C'est ça qu'on est en train de pousser. On trouve ça extrêmement important. On peut pas être rien que symbolique de faire adopter une loi sans avoir en place toutes les mesures pour éviter qu'il y ait des échappatoires tellement importantes. L'NPD est le seul parti, depuis des semaines, qui a fait cet appel-là, qu'il faut fermer les échappatoires. Et bien sûr, il y a des groupes qui nous appuient là-dessus, qui trouvent ça important que ces échappatoires soient fermés. Êtes-vous prêt à appuyer ce que le gouvernement entend déposer? Là? On a eu des détails hier de la part du ministre Mendicino. Mais on n'a pas eu énormément de détails, mais je reviens à notre point de départ. De fermer des échappatoires importants pour les fabricants et les importateurs. De faire en sorte qu'on ferme aussi des échappatoires qui existent présentement pour les armes à feu fantômes. Et bien sûr, ça va, pour fermer ces échappatoires auprès des fabricants et des importateurs, ça va prendre une définition. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est tous les éléments qu'on a mis sur la table. On a aussi, hier, j'ai questionné le ministre et je pense qu'il est bien répondu sur ces questions-là des droits. Les droits acquis des Premières Nations, des peuples Métis et Inuits, que ça aussi, c'est un élément important de considérer pendant qu'on fait toutes les adoptions des amendements. Mais la définition suggérée par la Commission des pertes massives, c'est à peu près celle qui avait déjà été proposée là, dans les anciens amendements. Bon, là, on sait qu'il y aura un mécanisme d'autorisation des armes là, qui passerait par la GRC. Donc, ça, est-ce que vous êtes prêt à appuyer ça ou vous trouvez que ça ne va pas assez loin?
c'est pas juste les définitions qui comptent, c'est aussi les mesures qui sont prises en connexe avec ça. Et depuis les débuts, on a eu la définition en novembre, mais avec une approche stratégique qui a provoqué une réaction énorme et qui aurait, à mon avis, mené à une contestation judiciaire des amendements. Alors pour nous, c'est l'ensemble qui est important et nous, on est bien sûr en train de travailler avec les députés de toutes les parties et bien sûr de faire valoir notre point de vue sur ces aspects importants du projet de loi. Merci. Thank you. Yeah. Il semblerait que les libéraux sont prêts à aller de l'avant avec les amendements, avec l'accord du Bloc, mais ils attendent après vous. Pourquoi? Mais j'ai eu cette question il y a quelques instants. S'il y avait des députés du Bloc sur ces amendements-là, ce serait déjà une majorité. Alors, je suis un peu sceptique quand j'entends cette rumeur-là, bien sûr. Qu'est-ce que l'MPD a préconisé? C'est les éléments que je viens d'apporter. La question de fermer les échappatoires autour des fabricants et des importateurs et fermer les échappatoires qui mènent aux armes à feu fantômes. Ça, c'est des éléments qu'on mène, puis on travaille avec les députés de toutes les parties. Je pense qu'il y a une ouverture aussi chez le gouvernement. Alors, on espère bien que dans les prochains jours et les prochaines semaines, qui va être tout le processus pour l'adoption article par article du projet de loi, qu'on va trouver consensus. Merci. Juste rapidement, je me demandais, donc, est-ce que, là, le débat sur C13, le débat du rapport, ça commence aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous êtes confiant d'avoir l'appui de tous vos collègues libéraux dans cette nouvelle mouture avec les amendements de C13? Oui, écoutez, on a eu le débat, vous savez, depuis le début. Il y a certains gens qui ont des préoccupations avec certaines parties. En général, le C13, on a quand même beaucoup d'appui des partis d'opposition. On a une partie aussi, le premier ministre était clair au niveau de l'appui de C13. Le plan d'action ce matin, on a fait l'annonce de 4,1 milliards de dollars. Alors, vraiment, le projet de loi C13 va passer, j'espère, les prochaines journées. Est-ce que le Parti libéral va être obligé de suivre la ligne de parti de tous les députés ou c'est un vote libre? Bien, écoutez, le projet de loi C13 était dans notre plateforme en 2019. Il est également dans notre plateforme pour 2021. Alors, c'est un engagement du Parti libéral de s'assurer qu'on passe un projet de loi qui a plus de mordant, un projet de loi qui est plus fort, qui protège toutes les communautés en situation minoritaire à travers du pays. Alors, je suis confiant que ce qu'on regarde au niveau du plateforme comme tel, que les gens vont réaliser l'importance. Aussi, il y a des investissements assez importants. Alors, les communautés francophones, les intervenants, les organisations ont très hâte que le projet de loi passe. Vous avez l'air exaspéré, M. Seri. Vous dites, là, faut que ça passe, là. Bien, disons, on en parle pour faire longtemps. Comme vous savez, vous avez suivi les travaux au comité. Le Sénat a fait déjà une préétude, alors qui va porter assez d'importance, assez important pour nous. Alors, si on peut passer le projet de loi, par exemple, cette semaine, alors on va le donner au Sénat. Ensuite, le Sénat va faire quand même certaines études, mais ils ont fait une préétude. Alors, je suis confiant que le projet de loi va passer avant la fin juillet. OK. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes arrêté. OK, salut.